Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Mauvaise séance aujourd'hui puisqu'on abandonne 0,4%, mais plusieurs choses sont à signaler. Tout d'abord, on a comblé le gap ici des 7085, ce qui met fin à l'idée qu'il puisse s'agir d'un gap de continuation. C'est décevant, mais ce n'est pas surprenant puisque je vous rappelle que ce n'est jamais que le troisième gap qui est rebouché immédiatement, c'est-à-dire que c'est le troisième gap commun d'affilée, ce qui est, je vous rappelle, compatible avec l'idée d'un grand trading range qui serait en formation. Regardez, il y a eu un gap rebouché ici la séance suivante, un autre gap rebouché ici la séance suivante, et ce n'est donc que le troisième, je l'ai déjà dit, ce qui corrobore l'idée, à mon avis, sur laquelle on est parti pour faire un trading range. Alors, je ne connais pas encore les marges de variation, mais ça pourrait bien ressembler à peu près à ça. Ok. En tout cas, on a préservé des éléments, notamment l'oblique ascendante qui a été cassée et préservée puisqu'on a travaillé mais on a clôturé au-dessus. On va dire que c'est encourageant pour la suite. Par contre, la configuration de chandelier japonais du jour est assez mauvaise puisqu'il s'agit d'une couverture en nuage noir, c'est-à-dire bougie verte, bougie rouge, avec le corps de la bougie rouge qui termine plus bas que le niveau médian de la bougie verte précédente. Clairement, ça clôture plus bas que le milieu du corps précédent. Et il faut que ça ouvre au-dessus. Bref, vous avez une bougie verte, une bougie rouge qui ouvre plus haut. Donc c'est bien parti, mais qui finalement clôture au plus bas que le milieu de la bougie, que le corps précédent. Il faut savoir qu'on a backtesté ça, il y a plus de chances pour que l'on baisse maintenant plutôt que l'on ait fait les plus bas. Nous avons également la bougie Aiki qui déçoit puisque hier nous avions une bougie plutôt encourageante avec un corps vert, une absence de mèche basse, ce qui veut dire que c'était haussier. Là, la bougie du jour déjà est une bougie certes haussière mais avec mèche haute et mèche basse, donc c'est plus de l'indécision qu'une véritable pression haussière. On a également toujours les éléments techniques qui sont à prendre en considération. La moyenne mobile à 7 jours et c'est difficile de dire qu'elle est haussière, mais c'est encore plus difficile de dire qu'elle est baissière. Vous voyez, elle tergiverse un petit peu comme ça, mais on va dire qu'on est sur une tendance immédiate légèrement haussière. La moyenne mobile à 20 périodes, par contre, elle est toujours descendante, mais on est au-dessus, donc la tendance générale est plutôt neutre. La moyenne mobile à 50 jours est ascendante, on est au-dessus, mais là aussi c'est plutôt mou. Et quand vous voyez un tel entrelacement des moyennes mobiles, généralement, ça veut dire qu'on est plutôt en latéralisation qu'autre chose. Donc là, si je force le trait, je dis que c'est soit baissier, soit haussier. Mais au bout du bout, quand vous avez des moyennes mobiles comme ça qui se lovent, c'est plus de la tendance neutre qu'autre chose. Heureusement, une chose est certaine, c'est que la moyenne mobile à 200 jours, elle est toujours ascendante. On est au-dessus. Donc la tendance de long terme est haussière. Ce sur quoi j'aimerais insister aujourd'hui, c'est le fait que nous avons un croisement baissier M20-M50, vous voyez ici. Et c'est vrai que c'est un exemple de la raison pour laquelle les stratégies ne sont pas symétriques à la hausse et à la baisse. C'est que ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque l'on a un croisement baissier, j'ai backtesté avec vous, fut un temps, ça va faire plus d'un an maintenant, mais on l'a backtesté et généralement lorsque ça apparaît, on a plus de chances d'aller chercher les précédents sommets que de revenir sur les précédents plus bas. Autrement dit, c'est hyper retardé comme signal. Je vous montre un exemple là. Vous voyez, c'est la zone qui est cerclée. Une fois que l'on a eu le croisement faible M20, M50, c'est-à-dire M20 qui descend, M50 qui monte ici, eh bien, on n'a pas revisité les précédents plus bas. Okay, au contraire, on est allé chercher les précédents sommets. Okay, encore un autre exemple là, vous voyez, une fois que l'on a eu le croisement baissier M20, M50, on n'est pas allé chercher le plus bas, on s'en est rapproché, mais on est avant allé chercher les plus hauts. Et comme ça, je peux vous donner plein d'exemples. Et c'est pour ça que c'est intéressant, encore une fois, de tester les stratégies, parce que vous voyez ce que je suis en train de vous expliquer. Alors, c'est pas toujours le cas, hein. Il y a des fois où ça se finit mal et qu'on va beaucoup plus bas, mais vous allez constater que c'est pas ce qui se passe le plus souvent. Et si je vous en parle, c'est que dans la stratégie qui pourrait consister à acheter, pour vous, vous pouvez utiliser ça en partant du principe, on verra plus tard au niveau des trades, qu'il est plus probable qu'on aille chercher les précédents sommets
que davantage que l'on revienne sur les précédents plus bas. Ok. Un indicateur technique intéressant, la rune que j'aime bien, qui est un de mes indicateurs fétiches aussi, donne un signal aussi, hein, puisque la courbe bleue croise la courbe rouge. On a backtesté ça, et ce que ça avait donné en termes de backtest était plus probable que l'on fasse plus 4,89 que moins 4,89. Hein. Donc ça aussi, ça a été backtesté. Et nous avons également les éléments d'Ishimoku. Alors là, pour le coup, Ishimoku ne donne rien de neuf. Hein. Il nous retwist, il refait un twist baissier. Donc quand c'est comme ça, il faut oublier. Hein. Je vous rappelle que voilà, ça fait premier, deuxième, troisième twist d'affilée. Ça veut simplement dire qu'il y a un trading range. Donc voilà, je pense qu'on est parti pour une année assez délicate où c'est pas du tout la correction que je privilégie, mais on va digérer clairement l'année exceptionnelle que l'on a eue l'année dernière. Je vous rappelle, je montre le graphe annuel, hein, parce qu'à un moment il faut garder les pieds sur terre. Vous savez, on a pris sur l'année 2022, pardon. C'était 29%. Ok, on a vu que ça s'était produit que 3 fois depuis l'origine du CAC 40. Et si on regarde depuis les plus bas d'il y a 2 ans, en 2020 avec la crise Covid, entre les plus bas et les plus hauts, on a pris 97%. Autrement dit, on a doublé. Il est normal que l'on tergiverse un petit peu, donc je ne vois absolument pas de catastrophe venir cette année, même si je ne suis absolument pas devin. Mais voilà, il est normal que l'on consolide, et la formation des trading range me semble complètement compatible avec ce scénario. On va terminer avec... je vais vite parce que je veux parler de quelque chose qui est très important après, parce que ça fait un moment que je reporte, mais là il va falloir que je le dise. L'Ishimoku, ça c'est fait, les trades du jour. Alors, si vous avez un biais qui est haussier, vous pouvez faire ce que je viens de mentionner. Hein. On a eu un croisement de la rune, un signal haussier de la rune, on a backtesté. L'idée c'est qu'on vise 4,89. Ok, on met un stop de protection à moins 4,89 et vous avez plus de chances de réussir que d'échouer. Ça va réussir ce coup-ci. Hein. Ça, c'est pour le trade haussier. Maintenant, pour le trade baissier, je considère... Alors, soit vous tradez les chandeliers, comment ça s'appelle, pardon, les couvertures en nuages noirs. Stop de protection au-dessus des précédents sommets 1,10 et vous visez au moins 1,10 vers le bas. Soit vous partez dans le plus pur esprit, hein, des trades discrétionnaires, vous spéculez à la baisse, vous pariez sur le fait qu'on va revenir à un moment ou à un autre sur le support hebdomadaire. Ça vous donnerait un objectif qui serait de faire 4,7%. Si on mettait un stop à 4,7%, bon, c'est un peu limite, hein, parce qu'on ne s'autorise pas beaucoup de marge de manœuvre. Mais l'idée, c'est que voilà, c'est quand même un ratio gain-risque super 1. Donc on peut rentrer éventuellement un demi-risque maintenant et le deuxième demi-risque une fois qu'on sera remonté un petit peu pour augmenter le ratio gain-risque. Voilà, j'ai fait vite encore une fois, excusez-moi, c'est parce que j'ai quelque chose d'important à vous dire par rapport aux stratégies que je mets en place essentiellement pour moi actuellement. Je vais à présent ouvrir une parenthèse par rapport à de nombreux messages, de nombreuses questions qui m'ont été posées, notamment par Laurent qui m'a envoyé un mail plutôt long et très intéressant par rapport à ma méthode. Pourquoi cette obsession pour l'investissement en accumulation rationnelle sur des trackers? Alors, tout d'abord, pourquoi des trackers? En fait, vous allez comprendre tout de suite avec cette liste qui nous vient en fait de Wikipédia et qui montre les valeurs du CAC 40 qui ont été dans le CAC 40 et qui en sont sorties depuis les origines. C'est la colonne de droite, ok? Alors ça peut être Gemalto, vous allez voir beaucoup de noms en fait qui n'apparaissent plus et qui ont disparu complètement, hein, soit parce que leur valorisation était tellement basse qu'il a fallu les sortir du CAC 40, soit parce qu'ils ont été rachetés pour être sauvés. Enfin bon, regardez les noms, hein. Ekant, star déchu des années 99, Promodes, regardez qui peut s'empêcher d'avoir un sourire quand il voit que, je sais pas, Eurotunnel, Euro Disney, Chargeur, même des noms que vous connaissez peut-être pas, hein, Arjo-Marie Priou, faisaient partie du CAC 40, mais leur valorisation, encore une fois, était tellement faible qu'à un moment, ils ont été sortis et ont été remplacés par passez-moi l'expression, des winners. Regardez, Darty. Et c'est la même chose pour le Dow Jones. Hein. Je vous montre rapidement des valeurs qui sont entrées, qui sont sorties. Mais voilà, il faut s'imaginer qu'à un moment, vous aviez Kodak qui était dans le Dow Jones. Et là, je ne parle que des noms qui fleurent bon les souvenirs pour les gens qui ont mon âge. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que pourquoi chercher
à trouver l'aiguille quand on peut acheter la botte de foin. Pourquoi chercher les winners alors que 5% uniquement des gérants de fonds arrivent à faire mieux que le marché? En achetant des trackers, eh bien, on a toujours passez-moi encore l'expression, les vainqueurs, les winners dans le portefeuille. Quand vous achetez le CAC 40, vous êtes sûr que vous aurez toujours les 40 victorieux de la compétition entrepreneuriale et que vous aurez toujours la garantie que les faibles seront sortis de votre portefeuille. Quand vous achetez un tracker sur le Dow Jones, vous êtes sûr que vous aurez toujours les plus beaux fleurons, etc., etc. Donc c'est pour ça que j'investis sur des trackers, parce que j'ai toujours la garantie d'avoir des entreprises performantes et en même temps que les moins performantes sont sorties et remplacées par les meilleures qu'elles. Donc voilà. Alors ensuite, on m'a demandé, c'est Laurent qui m'a dit pourquoi pas parce qu'on peut décliner, pourquoi pas plutôt des indices sectoriels plutôt que des indices géographiques. Alors, j'ai pas de réponse toute faite à ça. Je n'aime pas beaucoup dévier de ma stratégie de tracker géographique parce que choisir des trackers sectoriels, c'est déjà faire le choix que l'on sait quels seront les trackers sectoriels qui seront en vogue dans 1 an, dans 10 ans, dans 15 ans. Clairement, si vous décidez d'acheter un tracker sectoriel sur, je ne sais pas moi, la sécurité informatique, vous faites le pari que ce secteur performera mieux que, par exemple, la santé. Et le problème, c'est que l'on n'en sait rien. Et vous savez que j'accorde une énorme importance à l'anticipation, mais je suis incapable de savoir quel secteur fera mieux qu'un autre. Et à partir de là, on introduit déjà un biais. Ça veut dire qu'on s'éloigne déjà du concept des 30 meilleures entreprises industrielles américaines ou des 40 meilleures entreprises françaises ou des 1000 plus grosses entreprises émergentes, etc. qui d'office vont gratter, qualifier les meilleurs de tous les secteurs pour les conserver. Donc c'est pour ça que je ne suis pas un fervent défenseur des indices sectoriels, tout simplement parce que je ne maîtrise pas, alors que je sais que je maîtrise la présence des meilleurs avec un indice simplement géographique. Certains diront, oui mais on ne peut pas savoir quel indice géographique l'emportera non plus. Qui sait si c'est plutôt les États-Unis qu'il fallait accumuler plutôt que les Japonaises. Et c'est tout à fait exact. C'est pour ça que ceux qui veulent réduire à sa plus simple expression l'esprit de l'ETF peuvent simplement acheter un ETF monde, c'est-à-dire que dans l'ETF monde, on met simplement les 5000 plus grandes entreprises et sans avoir de préjugés par rapport à sa composition. Alors maintenant, je vais passer à la question de l'accumulation rationnelle. J'ai créé entre guillemets cette appellation tout simplement parce que je trouvais que le dollar cost average, qui est la technique la plus simple et la plus efficace que je connaisse, qui est d'acheter tous les mois, par exemple, ou tous les 3 mois, la même somme, et bien présenter des limites. Par exemple, si vous êtes un adepte de la DCA, de la cost average sur une action ou sur un indice, tous les mois, vous allez mettre 100 € sur cet indice. Le problème avec ça, c'est qu'il y a vraiment un côté arbitraire qui me gêne. Je vous montre simplement le graphe Hermès. Imaginons que vous avez décidé d'acheter, parce que c'est la fin du mois, pour 100 € de Hermès. Okay, parce qu'on peut faire de l'accumulation rationnelle sur des actions aussi, hein, si on a une conviction très très forte. Hein. J'aime pas ça, mais c'est tout à fait envisageable. Qu'est-ce qui peut bien vous faire penser quand vous faites de l'analyse technique qu'on va pouvoir rebondir à partir des niveaux actuels sans aller chercher le support hebdomadaire? C'est tellement peu plausible. Pourquoi acheter maintenant parce qu'on est le 31 janvier? Pour moi, ça n'a pas de sens. C'est pour ça que, à titre personnel, ma méthode qui repose sur des supports des supports forts et des résistances fortes, eh bien, est peut-être un peu meilleure à condition de savoir tracer les supports et les résistances qui sont significatives. Clairement ici, qu'on soit le 31 janvier ou le 31 février, je n'achète pas, j'achèterai ici à 1194, 1167. Et si ça casse, si ça va plus bas, eh bien j'achèterai tout simplement ici, si on y va. Ok, donc l'avantage de ma méthode, je pense, par rapport à la DCA, c'est qu'on ajoute l'idée que on peut optimiser les achats, toujours avec l'esprit que quand on croit fortement à un indice
à une action, à une matière première, on fait déjà le pari de toute manière que ça peut descendre, mais ça ne va pas descendre indéfiniment. Au bout d'un moment, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, on devrait aller plus haut. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu aux questions que vous posiez. Je vous rappelle, tant qu'à faire, que si vous voulez adopter cette méthode, il faut avoir des frais de transaction qui sont faibles. Vous avez le lien pour découvrir mon courtier sélectionné pour vous qui vous permet de payer que 1 € par transaction parce que forcément c'est avantageux sur 7500 actions et 1000 trackers parmi les meilleurs. Je vais vous laisser là mûrir ça. Je vous rappelle que si vous avez été séduit, c'est tout l'esprit de ma vidéo sur les zones d'accumulation rationnelle que je produis le samedi sur les grands indices, mais également le lundi sur les grandes cryptos et le samedi également sur les métaux précieux. Et toujours avec l'esprit que ce sont des choses dans lesquelles à titre personnel je crois et que donc j'accumule régulièrement, loin de la tentative d'optimisation que je peux vous proposer sur le CAC 40 ou les actions. L'idée, c'est simplement que j'investis progressivement dans ce en quoi j'ai une confiance à l'horizon de 5, 10, 15, 20 ans. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain pour la mise à jour. Et désolé pour la longueur de cette vidéo qui, néanmoins, peut-être peut vous apporter des sources d'inspiration. A tout de suite pour d'autres vidéos.